Le titre a légèrement changé, mais le problème reste le même. Je vous donne la nouvelle mouture. C'est un bout de citation que j'ai emprunté à l'un des textes que j'évoquerai. Le voici, ce bout. Chacun pouvait parler avec chacun, virgule, sans préambule. Ça donne une petite idée de ce que peut être justement cette idée de communauté narrative que je vais essayer de rapidement évoquer. Bon, nous nous trouvons d'emblée avec les textes qui bornent en amont la question de la communauté telle que l'appel à communication le proposait de l'aborder, dans un espace où les définitions substantialisantes ne sont plus prééminentes. Donc c'est à partir de là, de ça, ou avec ça comme viatique, qu'il faut commencer. Mais est-ce un début? Peut-être plutôt une difficulté, car les communautés substantielles, homogènes, organiques, programmatiques, on peut en trouver plein de déclinaisons possibles, celle-là même qu'écartait le débat Nancy-Bataille-Blanchot, qui servait un peu d'arrière-plan, donc ce débat d'où l'on repart, d'où l'on part, ne donne-t-elle pas encore férocement de la voix ici, dans notre monde, Charlie, mais d'autres exemples. Il y a toujours une fatwa qui court sur la tête de Salman Rushdie, par exemple. Bon. N'y a-t-il pas d'autres grands récits, justement, à l'œuvre, fédérateurs et brutalement prescripteurs, alors qu'on les tenait pour saturés, lessivés, défunts, depuis quelques décennies? Et n'y a-t-il pas aussi, du coup, plusieurs conceptualisations possibles et concomitantes du terme lui-même, selon que l'on choisit de privilégier le territoire, ou la relation, la proximité, ou son absence, l'identité ou l'activité, le déterminisme ou le choix, communauté d'élection, communauté de naissance, ce genre de choses, l'assentiment, l'élection, etc. Certes, la parcellisation et la pluralisation constituent des modes d'inscription ou d'identification majeurs de la communauté dans le monde globalisé. Mais il ne faudrait pas négliger tout de même qu'en face de ces imaginaires démocratiques de l'hétérogène, ceux que nous avons, pour l'essentiel, en partage, de puissants fantasmes d'homogénéité sont encore à la manœuvre. Et c'est donc un peu comme si le concept de communauté n'avait en réalité rien d'évident, comme s'il devenait presque impossible à penser à force de variété, de paradoxes ou de contresens. Comme un concept qui aurait en fait trop de valence, couvrirait trop d'intentions ou trop de messages incompatibles, et sur lequel, par conséquent, il est difficile de tabler et de s'entendre. Mais rassurez-vous, ce que je vous propose, ce n'est pas du tout de faire une théorie philosophique, anthropologique ou politique de l'impossible théorisation générale de la communauté dans le monde globalisé. Dieu garde. Mais beaucoup plus modestement de tenter l'examen ponctuel de trois façons contemporaines de configurer la communauté en passant principalement, c'est pour le coup leur commun, par l'idée de partage narratif ou d'échange de récits que je précise tout de suite être désaffiliés, ce que donc je distingue de la constitution d'une communauté par l'imposition d'un récit cadre ou centreur, un récit unique et unifiant, c'est-à-dire un mythe, une épopée, une cosmologie, une généalogie ou une chronique dynastique, par exemple. Donc rien de grandiloquent, je vais retrouver par des aspects des fois un peu paradoxaux des choses très à la Ozu. Rien de grandiloquent, mais plutôt des récits faibles, que j'appelle faibles en piquant l'adjectif à Vatimo, c'est-à-dire des récits non dogmatiques et vernaculaires. Et Ozu se situerait peut-être là-dessus avec la pluie et le beau temps. Trois façons donc, parmi bien d'autres possibles, d'avoir rapport et recours à cet objet spécifique qu'est la compétence narrative pour poser de l'être ensemble. Et trois configurations qui sont aussi, chacune à leur manière singulière, utopiques. Je les emprunte donc ces configurations pour deux d'entre elles à des livres parus au cours de la dernière décennie et pour la troisième au domaine des arts physiques plutôt que plastiques, créant ainsi une communauté de disparates, d'accidents, élaborés dans et par une multiplicité de dispositifs seconds, une communauté de gestes, j'ai beaucoup apprécié l'idée, je la retrouve aussi, de moments, de communauté d'expériences, et qu'il faudrait aborder peut-être à partir de la notion de déconditionnement, voilà, j'y vais du mien, de terme, plus que de réclamation ou de reconditionnement identitaire, ce qui est l'une des manières possibles aussi de penser la communauté aujourd'hui, en particulier dans des contextes de postcolonialité. Alors partons de rien, si vous voulez bien. Le rien, c'est ce qu'il reste dans la première configuration que je vous propose d'observer. Elle se trouve dans un roman américain publié en 2006, effusif et dépouillé dans le même temps, c'est ce qui, pour moi, établit sa puissance artistique
qui délivre une parabole oblique sur la disparition de tout commun, une fable de régression et d'anomie absolue, une fiction ultime du désastre environnemental, politique et sociétal, mais qui m'apparaît en réalité hantée par l'hypothèse du recommencement. Du recommencement de quoi? Fondamentalement de la communauté elle-même, de son possible, des articulations, des liaisons, du rétablissement dans un monde qui est entièrement privé de biosphère, réduit sans cause identifiable, ce qui aiguise d'ailleurs et frustre dans le même temps le processus interprétatif, qui rend difficile la lecture d'un roman qui, en apparence, est assez sobre. Donc, réduite sans cause identifiable à une inquiétante présence sans vie. De quoi s'agit-il? Donc du rétablissement d'abord et avant tout des interactions constructives entre sujets humains, mais aussi peut-être entre hommes et monde. Dans ce livre, allez, vous l'avez deviné, un homme et son fils marchent dans l'espoir, mais est-ce seulement un espoir d'atteindre un rivage? Bien sûr, c'est le scénario minimaliste du dernier roman de McCarthy, à ce jour du moins, La Route. La Route a moins à voir avec les pyrotechnies de la fin, il y en a d'ailleurs très peu dans le roman, où la figuration de la violence s'avère faible, comme en retrait, en tout cas nettement moins hyperbolique que dans d'autres romans de McCarthy. Donc moins à voir avec ces pyrotechniques, avec quelques questions fondamentales, aller, être, dire, qui organisent l'hypothèse de l'après. Ces questions, je ne développerai pas cette perspective, mais je vous la signale, m'incitent à lire ou à relire avec des lunettes beckettiennes toute la déambulation du père et du fils. Vladimir et Estragon sont pas loin, même si le registre est évidemment assez différent. En tout cas, les questions minimales dont il est question sont des questions typiquement beckettiennes. Quand il ne reste plus rien, il reste quoi? Il reste ça. Il reste être, dire, aller. Donc c'est un roman qui ne cesse de penser la fin et son après à partir de figures du commencement. De mobiliser même d'ancestrales figures de commencement au cœur de sa fable d'anéantissement. Par exemple, les plus spontanés, évidemment, c'est Abraham, Isaac. Voilà. Je parlerai. C'est Prométhée. Mais c'est aussi le chrétien de Bunyan, la fable du Pilgrim's Progress, qui sont très présentes à l'arrière-plan du roman. Théâtralisant les conséquences du ravage, la disparition des appartenances traditionnelles, donc le monde, la société, la famille, pour faire vite, il interroge ce qui subsiste malgré les circonstances et peut encore faire projet, allez disons pour faire un peu ronflant, faire encore civilisation. Et en tout premier lieu, ce qui définit pour le coup le commun de tous, la mise en rapport ou la rencontre. C'est la fonction endémique de la route. J'attire votre attention d'ailleurs sur la substantialisation à l'œuvre dans le titre. C'est la route, il n'y en a plus qu'une, pratiquement. Cette fonction endémique, c'est la mise en contact. Ça sert à ça, fondamentalement. La communauté n'est plus en rien dans la route, mais elle ne cesse de faire projet, d'être à revenir sous la forme hypothétique, mais néanmoins assertée, de celle des gentils, the good guys. Une communauté quasiment paléo-chrétienne, celle du père et du fils, d'Abraham et Isaac, alliance et sacrifice. Je rappelle quand même que toute la relation justement du père et du fils est basée sur la question du sacrifice. Est-ce que je vais te tuer pour que tu ne sois pas mangé? Et puis finalement la réponse c'est non. Le père meurt en laissant le fils vivre. Donc il y a aussi quelque chose qu'on pourrait s'intéresser à ce plan-là. C'est la communauté de l'agneau que l'on envoie dans le monde pour y rédimer l'immonde. Et sur quoi tient-elle cette communauté promise? Elle tient sur la circulation d'histoire. Elle tient sur la restauration, via ce circuit narratif, de la confiance. Le questionnement lancinant du Fils, c'est est-ce qu'on en est? Est-ce que vous en êtes? Est-ce que nous pouvons faire ensemble? Est-ce que nous pouvons ensemble faire cette communauté des good guys? Et si oui, comment? En portant le feu, répond énigmatiquement le père. Porter le feu, carrying the fire, c'est-à-dire d'abord et avant tout continuer coûte que coûte à se différencier de la bestialisation générale des humains. La hantise du cannibalisme qui est à l'œuvre dans le roman est très claire là-dessus, et Denis en a bien parlé tout à l'heure. Se distinguer de la bestialisation, ça veut dire quoi? Maintenir l'exception humaine. Et comment porter le feu? En parlant, d'abord. Parle-moi. C'est l'autre formule lancinante du père.
jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Je cite malheureusement en français, j'ai pas, hein, l'une des dernières paroles du Père, « Si je ne suis plus ici, tu pourras encore me parler. Tu pourras me parler et je te parlerai, tu verras. » Se parler sans qu'un message particulier circule. Ozu et McCarthy, il fallait le faire. Quoique. Parler quand l'enfant a peur, surtout, ou qu'il ne comprend pas ce que fait ou ce que demande le Père. S'adresser l'un l'autre une infime reconnaissance, attester de la présence, malgré tout, de l'autre. Parler même pour ne quasiment plus rien dire, pour échanger de l'air. Je vous signale juste l'insistance du motif de la buée, enfin de la laine, hein, qui cristallise dans le froid, dans le roman. C'est une image qui revient très fréquemment et qui matérialise littéralement le souffle. Voilà. Il faut aussi voir ce que ça donne au plan théologique, mais je le laisse de côté pour l'instant. Échanger de l'air, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que ça assure d'abord une communauté des corps, assure la communauté par les corps, par leur pure et simple coprésence, leur être là. Ozu encore, merci. C'est une communion physique. Alors parler, c'est d'abord ça, mais c'est aussi pour raconter des histoires exemplaires, d'anciennes histoires de courage et de justice, dit le texte, qui font tenir la maigre communauté constituée par le souffle avec de l'émotion, avec de l'affect, avec du symbolique. Parler pour transmettre le souffle. Ces histoires de courage et de justice, dont la forme importe peu, et que le Père tire de sa mémoire, que disent-elles? Elles mettent en scène l'entraide, même si elles ne sont pas vraies. Et elles transmettent la nécessité de tendre à l'idéal qu'elles évoquent. Raconter, cela sert à transmettre, à restaurer ou conforter la capacité à projeter le monde autrement, à le cadrer différemment, à le recréer aussi bien. Je cite le texte, « Évoque les formes », c'est le Père qui parle seul, si l'on veut, enfin en tout cas, le narrateur lui prête cette pensée, on va dire, « Évoque les formes. Quand tu n'as rien d'autre, construis des cérémonies à partir de rien et anime-les de ton souffle. » Logos, créateur. Porter le feu, ce n'est donc pas façon Prométhée, fournir techné, prospérité, progrès social, etc. Ce feu-là, le feu de Prométhée, c'est celui du soleil blanc qu'on voyait se lever à la fin du Grand Passage, le roman de 1994. C'est le soleil nucléaire, c'est le premier test nucléaire américain dans le désert auquel Billy assiste. Le soleil se lève aussi, le soleil nucléaire se lève aussi. Donc ça, c'est le soleil blanc de Prométhée. Et c'est ce soleil-là qui a tout détruit au moment où la route commence. Porter le feu, c'est simplement, c'est pas donc celui-ci, hein, c'est simplement, mais ce n'est pas facile, maintenir un ethos. Je rejoins encore une fois ce que ma collègue a dit. Un ethos, c'est-à-dire un confort, une sécurité, une amitié. En apportant le récit pour que le lien ne rompe pas et en réparant la capacité de confiance. Ou d'hospitalité. J'y viens. Porter le feu, c'est faire le pari insensé dans l'univers du roman, dans cet univers abrasé, de l'accueil, de la possibilité de maintenir l'accueil. La route formule ainsi une recomposition minimale, expérimentale de l'être ensemble. Il me semble en effet marquant que, contrairement à de nombreuses fictions post-apocalyptiques, ils ne mettent pas en scène quelque chose comme une communauté des survivants, qu'ils n'opèrent aucun rapprochement justement sur la base d'un destin commun, c'est-à-dire le fait d'avoir survécu. On voit ce que Denis disait en commençant. Ce que montre cette absence de destin commun, justement, ce que montrent sans ambiguïté, de mon point de vue, les 9 rencontres que le Père et le Fils font sur la route. Je les énumère simplement, je ne les développe pas. Il y a celle de l'homme foudroyé, il y a celle du maraudeur, que le Père va tuer, la troupe de maraudeurs, ensuite, qui arrive, les prisonniers, l'aveugle, les 4 cannibales qui mangent le bébé, le voleur, le groupe sniper, enfin archer, femme, et le dernier, la famille, recomposée, qui va se recomposer, j'y viens. Ces rencontres constituent autant d'étapes vers, elles éclairent chacun un possible de la relation à l'autre et de la confiance, l'enfant à l'envers, a priori plutôt à chaque fois, et le père étant plutôt dans le maintien de la distance et dans la suspicion, et elles permettent la mise à l'épreuve de l'hypothèse de la réouverture du temps, de la possibilité d'un futur, c'est-à-dire, en gros, le messianisme.
Mais de toutes ces rencontres, c'est assurément la dernière qui s'avère décisive, car elle permet de comprendre que le rétablissement de la communauté n'est possible que sur la base d'une pluralisation de la vérité. Et ça, c'est, à mon sens, extrêmement puissant comme leçon dans ce roman. Je ne pense pas qu'il faille penser ou critiquer justement la scène finale du roman, le portrait de groupe à l'enfant, en mobilisant la catégorie du happy end, ce qui a été fait par certains critiques, car ce n'en est précisément pas un. C'est plutôt une scène d'irrésolution, c'est plutôt une scène de pari absolu, d'incertitude radicale, car elle indique, outre la décision de l'enfant de faire confiance, absolument, au couple qui l'accueille, elle indique qu'une bonne façon de porter le feu est celle de la femme, qui est d'accepter qu'il y ait du différent, qu'il y ait du divergent, d'affirmer en fait que la disjonction ne constitue pas un obstacle à la communauté à venir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va respecter l'incroyance de l'enfant, qui préfère parler à son père mort plutôt qu'à Dieu, ce qu'elle lui conseille. Et elle ne va pas du tout lui opposer de notion unitaire de la culture, elle ne va pas lui opposer d'identification à soi. Pense comme moi si tu veux entrer dans le groupe, pas du tout. Ce personnage de femme est remarquable par sa capacité de respect pour l'hétérogénéité d'eux et pour sa capacité de don dans le rapport à l'autre, capacité dont la disparition a, si l'on suit l'implicite du roman, précipité la survenue du désastre, ou, on peut aller jusque-là, je pense, dans l'univers de McCarthy, du mal. Si la communauté est donc à recréer, semble dire la fin du roman, alors de cette seule façon, car elle laisse ouvert le devenir. Continue à devenir en reconnaissant que nous sommes irréductiblement exposés à la venue de l'autre, dont le caractère est indéterminé. Ce pari, peut-être que vous l'avez lu entre les lignes, c'est ce que Derrida appelle l'hospitalité inconditionnelle, laquelle conduit à une nouvelle forme de tolérance qui n'a rien à voir avec la charité, et la femme n'est pas charitable, de ce point de vue-là, à la fin du roman, où le scrupule se substitue justement à la charité et permet la réouverture d'un espace que j'appelle messianique pour les besoins de la cause, c'est-à-dire d'une possibilité d'avenir, tout simplement. La route fonctionne ainsi comme une sorte d'espace-test. Elle est le lieu où cherche à se vérifier l'hypothèse éthique fondamentale qui sous-tend tout le récit, celle de la confiance, de l'exposition et de l'accueil de l'autre. Bon, allez, un remake d'Alliance, en fait, malgré tout, à tendance gnostique. Si le recommencement est possible, s'il doit y avoir une communauté de cet après, c'est-à-dire s'il doit encore pouvoir être vivable, l'après, alors il faut qu'il y ait cet engagement à l'autre. S'il n'est pas là, c'est impossible. Engagement qui se traduit par quoi? Par le soin et par l'écoute des récits singuliers. Le couple rencontré sur la grève occupe cette double fonction. Il soigne et protège l'enfant, comme le faisait le père, laver, couvrir, nourrir, tout en échangeant justement des récits embryonnaires, minimaux, avec lui. Cette figure de l'attention et de la responsabilité, ça renvoie aussi à l'absence de la mère biologique de l'enfant qui s'est suicidée, dit le roman, pour ne pas avoir vivre justement peut-être l'atrocité, mais qui, en se suicidant dans le cadre qui est celui justement de l'univers du roman, manque à tous ses devoirs. Elle commet une faute absolument, qui n'est pas un jugement sur l'acte du suicide, mais elle commet une faute éthique absolument impardonnable. Et c'est rédimé par la deuxième figure de femme, celle qui pour le coup est présente dans le roman et qui occupe la fin. Et donc cette figure de l'attention et de la responsabilité n'est pas du tout un happy end, c'est absolument la seule issue possible. Deuxième configuration, si vous voulez. Depuis les années 90, le collectif italien Stalker, qui était initialement constitué par des architectes, travaille sur la conjonction de ce que j'appelais récit vernaculaire en commençant, et sur la capacité de ces agrégats narratifs à activer l'espace public afin d'y esquisser des formes hétérogènes d'être ensemble, de produire des interactions fécondes entre groupes déjà constitués, autrement dit, de créer des espaces communs à ces groupes. La perspective est à la fois sociale, éthique, urbanistique et esthétique. Stalker se définit, c'est-à-dire s'imagine, en tant qu'entité artistique comme un sujet collectif. S'il y a au départ effectivement un noyau fondateur, il y en a toujours, il n'en reste plus que 3 membres aujourd'hui de ce noyau,
Stalker fonctionne en fait comme une nébuleuse, comme un groupe modulable, aléatoire, susceptible d'intégrer une quantité indéfinie d'individus aux compétences a priori indéterminées, mais qui peuvent contribuer en telle ou telle occasion à la mise en œuvre de divers projets. C'est donc une communauté d'action ou d'impulsion, une communauté en devenir, dont les contours se redessinent à chaque occasion, à chaque coup, si vous voulez, artistique, et dont les membres ne sont en réalité liés que par le seul partage temporaire de l'expérience. Stalker, c'est, si on décale ça d'un point de vue, enfin sur un plan des figures politiques, c'est le principe de l'agora, érigé en dynamique créatrice. Je veux dire que l'œuvre devient un espace sans hiérarchie, ni ségrégation, l'espace littéralement de tous et de chacun, où la parole est inconditionnée, où le débat, l'opinion et la contradiction, la dissension, ont lieu d'être, un espace où, là encore, comme chez McCarthy, mais dans un contexte un petit peu plus pacifique, le fondement de l'être en commun apparaît bien situé dans la sensibilité, la disponibilité et la reconnaissance de l'autre. Penser et pratiquer la communauté à partir de ce partage du sensible et du politique, c'est ce qui se passe lors des marches organisées à Rome, à Milan ou à Paris dans les années 95-96, pardon. Alors voilà, mes petites images, elles arrivent. Je ne sais pas si vous y voyez grand-chose. Des marches qui empruntent aux formes canoniques de la déambulation urbaine, qui renvoient, si vous voulez, à un intertexte artistique qui va des surréalistes à Fluxus, grosso modo, en passant par les situationnistes, mais qui s'en distinguent aussi par leur goût pour l'exploration de ce que Gilles Clément appelle les délaissés ou les tiers paysages, plutôt que pour les espaces culturalisés de la ville, ce que faisaient les situationnistes ou les surréalistes. La prédilection donc pour des zones inexploitées, des friches libres de contrôle sociopolitique et d'enjeux de production, pour la restitution de territoires investissables, en somme, où de nouveaux comportements, de nouvelles formes de relations semblent possibles, ce qu'on pourrait appeler des zones d'échange libre plutôt que des zones de libre-échange. Pour les périphéries, donc, plus que pour les centres, ce qui est certes une manière de s'adonner à une très foucaldienne passion pour les hétérotopies, mais aussi assez directement pour repenser l'espace commun de la cité, le domaine public, en fonction de ce qui l'effrange et non de ce qui le condense, par ses marges plus que par son noyau. Mais c'est aussi une façon d'aller au contact. Coucou, je suis là, c'est moi, me voici. C'est la formule de l'hospitalité inconditionnelle que donne Derrida, que je trouve assez à la fois belle et amusante, c'est la formule de l'enfant. Et vous la trouvez d'ailleurs chez McCarthy, à un moment donné où l'enfant se réveille, il ouvre les yeux, il voit son père, il dit « Bonjour papa ». Et à 20 cm de lui. Donc cette formule d'appel, qui est une façon d'aller au contact, d'aller chercher le visage de l'autre, c'est aussi, dans la pratique des stalkers, une façon d'aller au contact des populations qui occupent ces espaces marginaux, d'écouter et recueillir les récits de migrance et d'une certaine façon de les fédérer. Ces communautés qui sont souvent constituées en communautés repliées sur elles-mêmes. Donc fédérer, amener les uns au contact des autres, cela peut aussi passer souvent par l'installation en un lieu stratégique, dans une zone de frontière. Je vous montre quelques images de marche, donc vous voyez ces espaces, ça j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc ça peut aussi passer par l'installation en un lieu stratégique, c'est-à-dire dans une zone de frontière entre plusieurs communautés, de hamacs reliés les uns aux autres. Autrement dit, la création d'un réseau de communication alternatif tenant sur la seule proximité physique, la curiosité, la bienveillance et l'écoute. Les hamacs peuvent rester vides et fonctionner alors au plan symbolique uniquement, ou être occupés et générer d'une autre façon du lien entre des communautés humaines qui coexistent sinon sans nécessairement se parler. Là encore, il y a du pari dans l'affaire, celui qui porte sur le degré d'implication physique que les individus accepteront. Mais leur simple installation et leur utilisation potentielle créent de facto un espace commun. La marche, avec la puissance d'observation et de perception qu'elle induit, décloisonne l'espace urbain tout en créant des lignes de fuite dans les tissus sociaux, produisant le long de ces lignes de fuite des événements de communauté. Et si ces collaborations sont ponctuelles, transitoires, elles n'en donnent pas moins lieu à la production d'une archive, cartes, plans, dessins, photos, je les commenterai tout à l'heure si j'ai le temps, à une trace, laquelle fonctionne à son tour comme la mémoire d'une communauté virtuelle. Ainsi, d'une
d'une manifestation qu'ils ont organisée à Miami en 2000, intitulée Alligator Party, la fête de l'alligator, et qui a donné lieu, entre autres choses, à des photographies aériennes sur lesquelles ont été portés les noms de la vingtaine de communautés présentes dans la zone et qui sont peu, disons, en contact. Et l'idée était de fédérer, là encore, de créer du commun, là où prédomine dans le monde social le repli, l'indifférence, voire la phobie. C'est grosso modo ce qu'ils tentent de faire dans des manifestations plus larges que les marches évoquées et qui sont des fêtes, ou même des festivals. Je sais, je m'arrête là-dessus. Voilà, bon, bah, j'avais d'autres exemples de ce genre de manifestation à évoquer. Voilà le genre de choses. Une manifestation qui a duré 4 jours, qui est quelque chose d'assez gigantesque, qui est partie d'un travail avec la communauté kurde qui avait suivi Abdullah Öcalan à Rome quand il est venu demander l'asile politique et qui est resté. Ils ont travaillé avec cette communauté, ils l'ont réinstallé dans un lieu, dans une sorte de squat industriel déjà occupé par des gitans, par des communautés sénégalaises, etc. Et ils ont créé, à partir de cet espace d'une agora, hein, les photos montrent bien la place elle-même, ils ont créé une sorte de communauté totalement hétérogène, puisqu'elle repose précisément sur la mise en commun des personnes et des récits. Bon, je m'arrête, il manque la 3e partie, mais c'est pas grave. Merci. Merci beaucoup.